Sud Radio, 10h midi, débat, Christine Bouillot. Et on est ravis de vous retrouver pour le débat en direct sur Sud Radio jusqu'à midi avec vous au 0826 300 300, mais également sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez réagir avec nos débatteurs du jour que l'on va accueillir tout de suite et saluer. On est ravis d'être avec Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre de Conseil économique, social et environnemental, avec ces températures caniculaires pour une fin de mois de décembre, hein, mon cher Jean-Luc. Il y aurait de quoi dire. À Marseille, caniculaire, non. À Nice, sans doute. Il fait beau, c'est vrai. Il fait beau. Ailleurs, il pleut. Allez, on accueille également Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour Jean-Philippe. Est-ce que Jean-Philippe m'entend? Bonjour. UD de Mency. Bonjour Jean-Philippe, oui, bonjour. Président de la région Île-de-France. Et puis Najwa El Haïté. Bonjour Najwa. Bonjour Christine, bonjour à tous. Docteur en droit public et vice-présidente de Territoire de Progrès, auteur également de Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Alors on va s'intéresser aujourd'hui évidemment à l'arrivée du texte de loi instaurant le pass vaccinal avec toute une série de nouvelles mesures en vue de réglementer, en tous les cas de contrôler notamment ce pass vaccinal. Vos papiers s'il vous plaît, c'est ce qui risque d'arriver notamment aux patrons des bars et des restaurants qui pourront être habilités à demander les papiers d'identité. Est-ce que ce serrage de vis va nous sortir de la galère, comme on pourrait dire? Petite surprise du chef ce matin dans les colonnes du Monde, c'est la tribune de Christiane Taubira. Elle souhaite un rassemblement encore plus grand de la gauche. Est-ce que ce sera une réalité avec cette nouvelle tribune? On en parle tous ensemble. On a également l'appel de Gérald Darmanin pour plus de sévérité à l'occasion des feux de la Saint-Sylvestre, mais on s'aperçoit que les chiffres chaque année de ces incendies de voitures sont de toute façon tout le temps de plus en plus en hausse. Eh bien, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Et puis, on va célébrer un anniversaire le 1er janvier. Ça fera 20 ans que l'euro est entré dans nos vies. Alors, avec ce petit chiffre que j'ai trouvé intéressant, c'est que 16 millions de jeunes aujourd'hui, jeunes Français, n'ont connu que l'euro. Donc, c'est quand même aujourd'hui une réalité. Souvenez-vous des sceptiques du début. Aujourd'hui, quasiment 3 Français sur 4 jugent l'euro comme quelque chose de bien pour l'Union européenne. Est-ce vraiment le cas? On en parle avec vous également au 0826 300 300. Coup de cœur, coup de gueule de l'actualité. Jean-Luc, vous avez un coup de cœur pour une championne française. J'ai un coup de cœur parce que j'en ai marre de m'énerver. Donc j'ai décidé Vous avez de faire votre un médecin, votre cardiologue, c'est pour ça, non? Quelque chose comme ça? Non, c'est une résolution. Je m'auto-teste par rapport à cela. C'est un coup de cœur sportif parce que heureusement qu'il y a ça et que pourvu que ça dure. Et là, c'est un coup de cœur pour Tessa Worley, qui est une, comme chacun sait, ou si vous ne le savez pas, je le rappelle, une championne de ski. Ça fait à peu près 13 ans qu'elle est en compétition et hier, il y avait une compétition... je ne me rappelle plus très bien où, mais enfin c'était une compétition de ski. Elle a gagné pour la 15e fois un géant. Ça devient une des plus grandes sportives en ski et même au niveau sportif en général, qui a gagné le plus de médailles, en espérant que les Jeux Olympiques de Pékin existent encore dans 15 jours ou 3 semaines et qu'elle fasse un score du même acabit, c'est-à-dire gagner une médaille, ce qu'elle n'a jamais eu encore. Aux Jeux du Monde, elle a été médaillée, mais jamais aux Jeux Olympiques. Absolument, elle a eu le globe de cristal. Tiens, justement, Jean-Luc, ces jeux d'hiver en Chine, à Pékin, ce boycott diplomatique que veulent imposer certains pays, comment doit-on gérer ça quand on est sportif de haut niveau et qu'on s'entraîne justement pour tout ça? Est-ce que les sportifs sont des citoyens comme les autres? Eh bien non, selon le règlement du CIO, ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Ils n'ont pas le droit, dans le règlement, ils ont le droit, en dehors de la compétition, d'exprimer une position, mais pas pendant la compétition. Et donc dans ce cadre-là, reporter sur les sportifs de haut niveau le fait qu'ils boycottent ou qu'ils n'aillent pas aux Jeux est pour moi une hérésie. Après, un boycott diplomatique, pourquoi pas, ça joue pas un grand rôle. Certains pays le font, États-Unis et pas mal d'autres pays. Voilà, mais remettre sur les sportifs un raisonnement extrêmement politique qui en plus les empêcherait d'avoir une carrière sportive me paraît aberrant.
Pourtant, on voit le mouvement qui s'est mis en place de la part du mouvement sportif pour cette tenniswoman chinoise, Peng Shuai, qui a disparu des écrans radars. S'il n'y avait pas eu le mouvement sportif, est-ce que la diplomatie classique aurait pu ou pourrait faire quelque chose sur la Chine? Écoutez, j'ai regardé ça comme tout le monde. Je suis dubitatif sur tout d'un coup un regard précis sur un pays, la Chine. On pourrait avoir ce regard-là sur de très très nombreux pays au niveau sportif et sur les exclusions, sur les impossibilités pour un certain nombre de sportifs et de femmes, notamment en sport. Voilà, donc très bien. J'ai vu la une de l'équipe, bravo. Mais c'est un... faire une fixation uniquement sur cette joueuse de tennis, tant mieux pour elle, et en espérant qu'elle aille bien et qu'elle vive le plus possible en liberté, ce qui n'est pas si sûr. Mais pour le reste, je trouve cette attention assez étonnante pour l'exclusivité que ça a par rapport à un monde sportif où des exclusions, il y en a énormément dans très nombreux pays. Quelqu'un veut réagir là-dessus sur la diplomatie du sportif de haut niveau, en tous les cas via les compétitions officielles, Najwa par exemple. Est-ce que les sportifs peuvent intervenir ou les pays peuvent intervenir à travers leurs sportifs? Moi, je pense que c'est pas on ne demande pas à un sportif de faire de la politique. Et d'ailleurs, ça a été rappelé très justement. Le règlement intérieur du CIO interdit aux sportifs de manifester une quelconque conviction politique. Et j'allais dire, c'est tant mieux parce que le sport aussi, c'est le dépassement des appartenances, des convictions politiques ou philosophiques, j'allais dire. Mais c'est vrai que on a tous été touchés par la disparition de cette sportive chinoise. Et moi, j'ai plutôt bien accueilli la mobilisation des sportifs pour manifester leur inquiétude vis-à-vis de cette disparition. D'ailleurs, on est toujours inquiet parce que il y a eu des images diffusées par les autorités chinoises pour rassurer, mais à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui est devenu cette sportive. Et ça va au-delà des sportifs parce que les disparitions de personnalités chinoises sont nombreuses. Donc, moi, au contraire, cet élan de solidarité vis-à-vis de cette sportive, c'était pas faire de la politique, c'était aussi être solidaire vis-à-vis de cette j'allais dire de cette consoeur qui a disparu bizarrement et c'était je trouve bienvenu. Ouais. Justement, Najwa, vous avez la parole. Vous aviez un coup de cœur aussi ce matin. Alors, mon coup de cœur concerne le lancement du CNAV. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le CNAV? Alors, c'est le Conseil national. Oui, c'est vrai que c'est plutôt mignon. Alors, c'est le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Alors, c'est un article du Monde que j'ai... Exactement, c'est un article du Monde que j'ai lu hier qui est signé par Béatrice Jérôme qui nous fait découvrir cette initiative. Alors ce conseil a été mis en place par le docteur Véronique Fournier. Elle comprend aujourd'hui une quarantaine de membres, des médecins, des écrivaines, des journalistes, des anciens ministres. Alors c'est quoi l'objectif de ce mouvement? Donc c'est tout d'abord d'imposer la vieillesse parmi les thèmes importants de la campagne présidentielle. D'ailleurs, ils ont d'ores et déjà une première revendication, c'est-à-dire la mise en place d'un Conseil national des personnes vieilles chargé de proposer au gouvernement des mesures adaptées aux personnes âgées dans toutes les politiques publiques. Donc voici une première revendication. Mais là où j'ai trouvé intéressant cet article, c'est qu'un certain nombre de ses membres, le déclic, ça a été la crise sanitaire et le traitement dans la crise sanitaire des personnes âgées. Je cite Didier Sicard, qui est l'ancien président du Centre consultatif national d'éthique, qui estime que pendant cette crise, on a privilégié la survie au détriment du sens de la vie. Et c'est pas faux. Donc, je termine aussi par les propos de Laura Terre, qui estime que ce conseil est la signature de la génération de mai 68 qui veut que sa classe d'âge reste actrice de sa propre histoire. Et j'ajouterais, moi, à titre personnel, qu'à l'heure où l'on souhaite inciter les Français à travailler plus longtemps,
Il est impératif de donner aussi une autre image des personnes âgées. Donc j'espère, des personnes âgées, espérons également que la campagne présidentielle soit l'occasion de mettre en avant des propositions qui vont dans ce sens. Ouais. Le conseil autoproclamé de la vieillesse, Jean-Luc, Jean-Philippe, un commentaire? Personnellement, je découvre. Donc, j'ai rien lu par rapport à cela. Donc, je vais pas en parler. J'en sais rien. Voilà. Moi, je trouve, alors pour dire deux mots quand même, que l'attitude par rapport aux EHPAD depuis, vous voyez, j'ai commencé à m'énerver. C'est très mauvais. Ah mais non, mais on veut pas. J'aurais pas dû. Très mauvais. Voilà. Donc j'arrête là. C'est bon. Voilà. D'accord. Alors on va donner la parole. On n'a pas entendu Jean-Philippe. Jean-Philippe, juste un petit mot sur ce conseil autoproclamé de la vieillesse. Autrement dit aussi, quelle place on veut vraiment donner à nos anciens dans la société du Covid aujourd'hui, parce que c'est un peu ça aussi qui a généré ce conseil national. Déjà, merci de m'avoir fait découvrir ce conseil, parce que moi, je ne le connaissais absolument pas avant ce matin. Donc, comme Jean-Luc, j'aurais appris quelque chose en participant à l'émission de Sud Radio ce matin. Donc, merci beaucoup. Et puis, on va creuser un petit peu le sujet. Non, pour le reste, c'est vrai qu'on sort d'une période pour les personnes âgées absolument terrible. Ce qui s'est passé dans les EHPAD et ce qui s'y passe toujours avec la limite entre la protection d'un côté et la coupure de toute vie sociale de l'autre est quelque chose d'absolument terrible. Je crois qu'il aura marqué profondément beaucoup de familles et qui va nous interroger sur sur le modèle de société, sur la façon dont on vit, sur la façon dont on traite le très grand âge, qui va être un problème de plus en plus important. La population française vieillit, la question du très grand âge, c'est quelque chose qui va se démultiplier. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on va avoir à traiter. Allez, on va s'arrêter un court instant, si vous le voulez bien. Jean-Luc Benamias, Jean-Philippe Dugouin-Clément, Najwa El Haïté, vous autres également, chers auditeurs de Sud Radio. On va continuer avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Jean-Philippe, vous aurez la parole juste après le retour de l'info de 11h sur Sud Radio. On ira aussi, et ça sera mon petit salut du jour, du côté de Decazeville dans l'Aveyron. Et ensuite, on abordera les grands sujets du matin. On va parler, vous savez quoi, du pass vaccinal. C'est intéressant. Ça va énerver Jean-Luc Benamias, je suis sûr, en tous les cas, je le devine. Pas que moi, mais on va en discuter tous ensemble. On parlera de Christiane Taubira ou encore des 20 ans de l'euro. C'était le 1er janvier 2002. Ça paraît une éternité, mais c'était finalement pratiquement hier. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Christine Bouillot. Et avec vous, chers auditeurs de Sud Radio, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous appeler, réagir sur les réseaux sociaux. Le standard de Sud Radio, 0826 300 300. On est en compagnie aujourd'hui de Najwa El Haïté, docteur en droit public et vice-présidente de Territoire de Progrès, auteur, je le signale, de Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et avec vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Alors, on en était à nos coups de cœur et nos coups de gueule. Coup de cœur aussi pour vous, décidément, on est plutôt coup de cœur en ce moment pour cette fin d'année 2021. Jean-Philippe, pour la SNCF. C'est-à-dire? Alors, c'est demi-coup de cœur, demi-coup de gueule, en fait. Pour être tout à fait honnête, il faut quand même garder un peu de capacité à s'énerver, même pendant la trêve des confiseurs. Non, la SNCF vient de confirmer qu'ils allaient tenir leurs engagements, c'est-à-dire sortir, abandonner le glyphosate en 2022. Alors, c'est plutôt une bonne chose. De ce point de vue-là, c'est un coup de cœur, parce qu'effectivement, on oublie souvent de le dire, mais la SNCF est le premier utilisateur en France de glyphosate, et qui plus est assez souvent dans des tissus urbains assez denses, parce que quand on nettoie des voies au glyphosate, on se retrouve assez souvent à être dans des tissus urbains denses avec beaucoup d'habitants autour, donc où potentiellement il y a un risque ou des dégâts humains qui peuvent être plus importants. Là où c'est un petit peu un coup de gueule, c'est que en fait c'est quelque chose qui est passé complètement sous les radars. Depuis des années, quand on a parlé de glyphosate, on a très souvent assimilé ça à l'agribashing, en tapant très fortement sur une profession et en oubliant ce qui est une des plus grandes entreprises d'État qui depuis des années pollue de manière complètement inconnue, invisible, et commence juste maintenant à se poser la question de sortir de tout ça. Et puis là où c'est aussi un demi-coup de gueule, c'est que ça représente un coût de l'ordre de 100 millions d'euros annuels
qui, sur l'année 2022, va être ingéré dans le cadre du plan de relance mis en place par l'État. Donc, la SNCF ne va pas avoir à supporter ce coût, mais on est aussi sur un coût de 100 millions d'euros dont personne ne sait, post-22 à 23 ou 24, comment est-ce que ça va être financé. Oui, en même temps, c'est vrai que du côté de toutes les autorités, il y a d'autres secteurs qui ont eu une prolongation, si je me trompe pas, concernant le glyphosate, des autorisations. Alors, l'Union européenne a repoussé à fin 22 l'autorisation d'utiliser le glyphosate. C'est-à-dire que quand la SNCF nous dit également qu'ils sortent de l'usage du glyphosate pour la campagne du printemps 2022, on est quasiment sur les règles de l'Union européenne qui se terminent à décembre 22. Alors, sauf à ce qu'il y ait de nouveaux reports. Mais on est quand même sur quelque chose qui vient extrêmement tardivement, sur lequel on a assez peu de garanties ou de questions sur les financements. Quand on prend le nombre de passagers SNCF à l'année, c'est un peu plus d'1 milliard, c'est 1,1 milliard. C'est-à-dire que si on ramène ça au coût du ticket, c'est 10 centimes. Donc comment est-ce que la SNCF va le payer? Maintenant, personne ne le sait. Pour le reste, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'on sorte des glyphos, c'est très bien. Qui va le payer? Sans doute l'utilisateur des trains, au bout du bout. Au final, il y a toujours quelqu'un qui paye, oui. c'est jamais un commentaire les uns les autres sur cette décision, en tous les cas concernant la SNCF sur l'utilisation du glyphosate pour l'entretien du réseau et des voies. Bon, il était temps. Comme l'a dit Jean-Philippe, le problème de la SNCF par rapport à cela, on le connaît tous, c'est la maintenance de l'ensemble du trafic, du réseau et des circuits de chemin de fer. C'est évidemment, ça va demander un nombre de salariés, car si on se passe de glyphosate, il faut qu'il y ait du monde sur les voies, et donc dans l'entretien. Et donc à ce niveau-là, ça va coûter effectivement assez cher, mais comme l'a dit Jean-Philippe, ça touchait tout le monde, ça touchait les voies de chemin de fer passant entre les habitations, chacun le sait, le plus souvent, évidemment, c'était l'épandage se faisait au-delà des voies SNCF. Il en reste encore de l'utilisation de glyphosate. J'ai rien contre l'agriculture française, bien au contraire, mais notamment dans les vignes, c'est une des caractéristiques extrêmement importantes, malheureusement, pour ceux qui vivent autour des vignes, et même pour les vignerons eux-mêmes. Oui, du côté des producteurs de betteraves aussi, je crois qu'il y a une autorisation de prolonger un tout petit peu l'utilisation du glyphosate. Voilà. On va refermer le sujet avant d'ouvrir le débat sur le pass vaccinal, le texte qui arrive à l'Assemblée nationale cet après-midi. Moi, j'aurais faire un coup de chapeau, ou en tous les cas un coucou à des salariés qui sont dans leur usine depuis maintenant un petit peu plus d'1 mois. Ce sont les salariés de la SAM, les fonderies de l'Aveyron, le plus gros sous-traitant privé après Bosch sur le département de l'Aveyron. Ils occupent leur usine depuis maintenant 1 mois. Ils ont passé le réveillon de Noël dans leur usine pour le passer ensemble, et surtout pour éviter que toutes les machines ne partent. Je vous rappelle l'histoire. Renault, qui est le seul donneur d'ordre de cette usine, a décidé de ne pas poursuivre l'activité, et donc immédiatement la liquidation a été prononcée. Ce sont 233 salariés. Si vous connaissez le bassin de Decazeville, évidemment c'est un désastre d'abord économique. Ils ont perdu l'hôpital, ils vont certainement ils ont perdu leur maternité, ils s'interrogent sur l'avenir de l'hôpital, et donc ils demandent des conditions de départ dignes. Donc voilà, ces salariés sont dans leur usine depuis le début, avec beaucoup d'amertume, parce que beaucoup de réunions ont été faites, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pour essayer de sauver ce site industriel, et malheureusement avec un seul donneur d'ordre, c'était difficile de poursuivre l'activité. Et je crois que cet après-midi ils doivent manifester également du côté du rond-point de Decazeville devant l'usine. Voilà, c'était un coup de chapeau, parce que dans cette actualité, Jean-Luc, c'est pour toutes ces usines industrielles dans les bassins qu'on appelait les bassins ouvriers historiques. C'est chaque fois la même rengaine. Et les salariés ont même le devoir, je n'ai pas de leçon à leur donner, de dire mais pourquoi on ne maintient pas cette usine? Et à chaque fois, ça se termine comment? Et c'est ça qui est dramatique de mon point de vue, c'est on va négocier des primes de départ le plus haut possible. C'est heureux pour eux et pour elles. Mais le tissu industriel, alors qu'on est en train, depuis cette pandémie, de dire qu'il faut réindustrialiser le territoire français dans tous ces territoires, dramatique à ce niveau-là, que l'État
ne prennent pas en compte, surtout que c'est Renault quoi, qui dit on va aller, si je me rappelle bien, ou en Pologne ou en Espagne, mais en tous les cas c'est une délocalisation. Si la réponse à chaque fois c'est vous aurez des primes, c'est heureux, hein, je le répète, tant mieux pour eux, mais ça, des primes, ça ne dure pas. Et donc, quand on connaît un peu de casse-ville, et c'est valable pour pas mal de villes moyennes de France, la désertification ne touche pas que l'usine. Je n'apprends rien à personne. Ça touche le tissu commerçant, ça touche évidemment l'ensemble des tissus éducatifs et ainsi de suite. C'est la mort entre guillemets, mais c'est bon, la désespérance arrivée dans un certain nombre de villes moyennes. Je trouve ça... En fait, c'est la chronique d'un immense gâchis, j'ai l'impression à chaque fois. C'est chronique annoncée d'un immense gâchis, puisque souvent, l'État arrive à la rescousse, finalement, quand il n'y a plus grand-chose à faire sur la décision finale industrielle de cette opération. Qu'est-ce que... j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres sur ce sujet-là. Là-dessus, déjà, tout d'abord... saluer la mobilisation des salariés. Comme vous dites, hein, ils n'ont pas... les fêtes de Noël sont passées à la trappe pour défendre ce qui reste de leur emploi. Je pense qu'il n'y a pas que des primes. Hein. Je pense aussi qu'ils se sont mobilisés aussi pour sauver leurs emplois. Parce que quand on écoute Jean-Luc Benamias, c'est uniquement, ils ont uniquement manifesté pour obtenir des primes. Je pense que ça va au-delà, non ? En tous les cas, excusez-moi, mais je l'ai compris. À chaque fois, je dis qu'à chaque fois, ça se termine comme ça. À chaque fois, les ouvriers, les salariés demandent le maintien de l'usine, refus des différents tribunaux, hein, ok, très bien, et à la fin, on négocie les plus de primes, mais c'est à la fin. Pardon. D'accord. Non, Jean-Luc, donc je vous ai mal compris. Hein. Donc voilà, ça allait au-delà des revendications par rapport aux primes. Mais ce qui est triste, c'est que vous avez en effet beaucoup de bassins qui se désindustrialisent. Mais je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Hein. Le gouvernement a notamment, on parlait du gouvernement et de la responsabilité du gouvernement qui arrive à la fin. Je rappelle quand même que le gouvernement a annoncé et a déjà commencé à mettre en place un plan de relance et la réindustrialisation des territoires, de certains territoires français sont ciblés et prioritaires. Donc, pas de fatalisme. Je sais que la concurrence au niveau mondial est certes violente et importante, mais il n'empêche que vous n'avez pas un gouvernement qui baisse les bras. Vous avez ce plan de relance qui est ambitieux. On parle également de réindustrialiser la France, notamment par le médicament. Vous avez aussi des usines de paracétamol. On annonce le lancement d'une entreprise dans ce domaine-là. Je vois Jean-Luc qui dit non, mais en tous les cas, il y a cette ambition. Je souris. Mais vous savez, les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Non, mais simplement, je pense que, Najwa, je pense que le sourire de Jean-Luc, comme beaucoup d'observateurs, c'est de se dire, est-ce que finalement, l'État n'arrive pas toujours un peu tard dans ces discussions pour le maintien? Parce que quand vous allez voir les salariés, alors là, c'est SAM, mais il y a eu les Molex qui sont venus d'ailleurs voir les salariés de SAM, de GMS dans la Creuse, c'est de s'apercevoir qu'il y a des signaux qui sont allumés avant pour dire, attention, ce tissu industriel, il est en train de s'effriter, il est en train d'être en danger, il est en train d'être fragilisé. Et finalement, c'est quand la maison brûle que on appelle l'État à la rescousse, et malheureusement, l'économie de marché fait que on peut pas grand-chose à l'arrivée. Est-ce que c'est pour ça que j'ai parlé les salariés de la SAM, la SAM disent, on veut bien lutter contre la désindustrialisation de la France, mais déjà, évitons que nos usines ne ferment, déjà. Oui, mais bien sûr, bien sûr qu'il faut une solidarité de l'État. Et il y a cette ambition-là de réindustrialiser. Mais comme je le disais, les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique. La désindustrialisation de la France, elle date pas d'aujourd'hui, elle date de plusieurs années. Donc, on parle de la réindustrialisation de la France, mais également, il y a aussi à l'échelle de l'Europe, parce que c'est une ambition nationale, mais aussi une ambition européenne, parce qu'on l'a vu dans le cadre de cette crise sanitaire, eh bien, la production des médicaments, moi, je l'ai découvert
sanitaire, eh bien, c'est en Asie que ça se passe. Donc, je pense que l'État n'est pas démissionnaire là-dedans. Est-ce qu'il a des marges de manœuvre assez grandes pour pouvoir intervenir? C'est ce que j'allais dire. A-t-il des marges de manœuvre suffisamment grandes pour être efficace aux côtés des salariés? C'est une question. Et c'est les salariés qui se posent la question quand effectivement Renault est le donneur d'ordre et que l'État est en partie actionnaire de Renault, et ça crée beaucoup d'interrogations, de frustration et de colère. En tous les cas, il peut faire pression sur Renault. Exactement. Allez, on va fermer ce sujet-là. On y reviendra sans aucun doute sur Sud Radio. Dans un instant, on va se demander si d'exiger ces papiers d'identité en plus du pass vaccinal va permettre d'endiguer la vague du variant Omicron. C'est ce qui est prévu dans le texte de loi examiné cet après-midi à l'Assemblée pour une mise en application mi-janvier. On y revient dans un instant et avec vous sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency dans l'Essonne, vice-président de la région Île-de-France, et Najwa El Haïté, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès. Et je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de ce livre Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Vous pouvez réagir également et nous appeler au 0826 300 300. On va lire aussi quelques messages qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. Le pass sanitaire avec vos papiers, s'il vous plaît. Ça sera en effet le passage délicat de ce texte de loi pour essayer d'endiguer le variant Omicron, en tous les cas la lutte contre le virus, la Covid-19, puisque le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal, avec cette possibilité qui sera donnée aux patrons des établissements comme les hôtels, les restaurants ou les cafés de contrôler les papiers d'identité pour s'assurer bien que le pass vaccinal est bien le vôtre. Alors, plus de contrôle aussi prévu dans les entreprises qui ne respecteraient pas les règles du télétravail qui devient obligatoire minimum 3 jours par semaine. On sait que ça tique un peu du côté des entreprises et des chefs d'entreprise. Je rappelle également que dans un avis rendu public lundi après-midi, le Conseil d'État relève que le pass vaccinal est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés. Il suggère que le certificat de rétablissement du Covid-19 puisse être considéré comme un substitut du justificatif de statut vaccinal dans des conditions définies. Bref, il y a un gros débat autour des libertés publiques, autour de ce passage du pass vaccinal, du pass sanitaire au pass vaccinal. Qui veut commencer? Jean-Luc, Jean-Philippe, Najwa? Jean-Philippe, on va commencer avec vous. On vous a pas trop entendu. Est-ce que, on va dire de serrer un peu la vis sur les détenteurs de pass vaccinal pour éviter de lutter, pour lutter contre la fraude? Est-ce que c'est le bon angle d'attaque, j'ai envie de dire? Non, déjà, qu'on permette aux personnes qui contrôlent de contrôler la pièce d'identité, c'est relativement logique. Il y a un niveau de fraude qui est extrêmement élevé. Enfin, je pense que tous autour de nous, on connaît des personnes qui sont amenées à frauder. Alors, effectivement, quand vous contrôlez un pass, quand vous avez le pass d'un homme alors que c'est une femme ou vice-versa, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une fraude. Je connais quelqu'un qui faisait un contrôle dans mes services municipaux et qui c'est arrivé. Pour autant, la réalité est qu'aujourd'hui, vous pouvez frauder extrêmement facilement le dispositif et que permettre un contrôle là-dessus, c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. Après, la question du glissement du pass sanitaire au pass vaccinal, ça pose quand même beaucoup de questions. Ça pose la question du fait que c'est un petit peu la faillite de ce qui a été mis en place depuis plusieurs mois. Ça montre que c'est insuffisant, que ça ne marche pas. Et si on va vers un pass vaccinal, il y a quand même quelques questions de fond qui doivent être posées. La question, à mon avis, la première, c'est la question du temps de ce pass vaccinal. C'est quoi la durée du pass vaccinal dans le temps? Ça doit être obligatoirement assujetti à cette période de crise aiguë que nous traversons. On nous parle d'un pic de cette nouvelle vague avec le variant Omicron. Donc on est sur une période de 3 semaines qui s'étendra peut-être, mais on ne peut pas être sur quelque chose qui soit mis pour des mois et des mois. La deuxième chose, à mon sens, c'est... ce pass vaccinal, on l'impose à quoi? Qu'on l'impose à des activités entre guillemets dites de loisirs ou qui ne sont pas des activités vitales, ça peut se concevoir quand on parle de restaurants, quand on parle de lieux de loisirs. Si on devait l'appliquer à des questions de type transport, c'est absolument fou parce qu'on
condamnerait des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés, alors même qu'ils auraient pu être déjà malades, donc avoir une immunité qui s'est créée, alors même qu'ils pourraient se faire tester, à ne pas pouvoir prendre les transports en commun, par exemple. Donc ça, ce serait quelque chose de fou. Donc pour moi, la question de fond, ça va être sur la discussion qui va être celle à l'Assemblée, de savoir jusqu'où on fait porter sur la durée et sur le champ du pass. Débat tendu parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Jean-Luc Benamias sur ça. Je l'ai déjà dit sur cette antenne. Alors je rappelle que j'ai moi-même les 3 doses. Je me pose la question de savoir si va falloir faire des doses tous les 3 mois, tous les 2 mois. C'est une question, me semble-t-il, fondamentale. Mais on va où avec tout ça? Pour moi, les personnes non vaccinées ne sont pas des ennemis de la démocratie. Je le dis clairement. Il y a des raisons, ce sont les leurs, ça n'est pas les miennes, mais je peux commencer à les entendre et à les comprendre. Le pass vaccinal obligatoire met de côté une grande partie de la population. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, je pense qu'une société qui fait cela est une société qui va très mal. Alors je sais très bien, malheureusement, que ça n'est pas qu'un phénomène français, c'est un phénomène international, mais à un moment donné, si on prend le cas des virus au sens large du terme, il va falloir que nos sociétés apprennent à vivre avec des virus. Et en mettant des obligations successives, des interdictions successives, et en mettant au banc de la société un certain nombre de personnes, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Il faut faire beaucoup de pédagogie par rapport à cela, et malheureusement, cette espèce de pédagogie ne va pas. Et je terminerai par une chose, moi je m'excuse, je ne vois pas de quel droit des personnes qui sont propriétaires d'un établissement de restauration, de quel droit ces gens-là vont avoir le droit de me demander ma carte d'identité? Enfin, normalement, c'est réservé à la police de demander la carte d'identité, aux services de sécurité, mais de sécurité qui sont directs, c'est-à-dire pas de boîte de sécurité. Voilà. Personnellement, tout ça, pour moi, va dans un très mauvais sens. Et ce pass vaccinal, en fait, est maintenant, le Premier ministre dit lui-même, est une obligation de se faire vacciner. Alors, que le gouvernement aille jusqu'au bout, arrête de traîner par rapport à cela, et après on verra comment ça se passe. Mais je le dis et je le répète, je ne veux pas, et ça me paraît aberrant, d'avoir cette société à 2 vitesses qui met au banc de la population française une partie de la population française. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs, et j'aimerais entendre Najwa là-dessus, qui disent ce pas en avant est inquiétant parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Najwa. Oui, alors par rapport à ça, déjà, moi, rappeler, là, en tant qu'avocate, que il n'y a pas de hiérarchie entre les libertés individuelles et la protection de la santé publique. C'est-à-dire que l'un ne l'emporte pas sur l'autre. Tous deux, que ce soit les libertés individuelles ou la protection de la santé publique, ont une valeur constitutionnelle. Une fois que j'ai dit ça, il s'agit, dans cette situation pandémique, de les réconcilier. C'est-à-dire, quand je dis les réconcilier, il s'agit, quand il y a des restrictions en matière de liberté individuelle, il s'agit que ces restrictions soient nécessaires pour la protection de la santé publique et aussi proportionnées, puisqu'on parle de proportionnalité. D'ailleurs, le Conseil d'État qui a donné et qui a rendu, j'allais dire, son avis sur le projet de loi qui va être voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat, a donné un avis plutôt favorable. Mais par contre, et là il y a un mais, et je rappelle ce qu'a dit Jean-Philippe, et je comprends d'ailleurs un certain nombre de confrères qui sont inquiets, il s'agit aussi qu'il n'y ait pas une banalisation des dispositifs d'exception. Ces dispositifs d'exception par rapport aux libertés individuelles sont acceptables à partir du moment où elles sont temporaires. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand vous lisez l'avis du Conseil d'État, le Conseil d'État dit eh bien, on ne voit pas pour l'instant dans le projet de loi un aller-retour, c'est-à-dire le passage du pass vaccinal au pass sanitaire. Et donc, c'est ce qui manque dans ce projet de loi. C'est un retour en arrière.
comme garantie. Possible, bien sûr, il faut d'ailleurs, il le faut. Pour que ces mesures restrictives soient acceptables, il faut que, elles ne perdurent pas dans la durée une fois que cette pandémie, sera passée. Ensuite, concernant le contrôle des pièces d'identité. Là encore, vous avez des syndicats de police qui disent mais nous c'est pas notre rôle et pourtant ils sont amenés à le faire. Quand Jean-Luc Benamias dit mais c'est pas non plus le rôle d'un restaurateur, d'un barman de vérifier bien la pièce d'identité. Bien, je suis désolée, elle le fait déjà avec des mineurs, ou des personnes qui semblent mineures qui demandent une boisson alcoolisée. Le barman est en mesure ou le restaurateur est en mesure de lui demander sa pièce d'identité. Donc ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous également, il y a plusieurs années de cela, quand on faisait un chèque. On présentait la pièce d'identité qui allait avec le chèque. Donc, heureusement, c'est plus le cas. Mais en tous les cas, cette possibilité existait également. Mais tout ça pour dire que moi, je ferai preuve en effet de beaucoup d'humilité par rapport à cette situation-là. La France n'est pas le seul pays à trouver un juste équilibre. Et d'ailleurs, il y a des pays qui essayent même pas de le trouver, un juste équilibre entre les libertés fondamentales et la protection de la santé publique. Je rappelle que les Pays-Bas ont choisi de confiner, tout simplement. Mais non. C'est pas le bon terme aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ne sont pas confinés. Alors, ils sont quoi alors? Les restaurants sont fermés. La population des Pays-Bas peut sortir dans la rue, peut se promener dans la rue. Attention aux termes employés. Attention aux termes employés. Aussi que vous employez, puisque les restaurateurs, vous le dites vous-même, les restaurants ne sont pas fermés. Ça permet, aux bars de continuer à être ouverts, et au-delà des bars, des restaurants, mais aussi la culture aussi est accessible, même si vous allez me sortir les pop-corn ou la possibilité de ne plus manger dans une salle de cinéma ou de théâtre. Mais j'allais dire, au moins, ces lieux-là demeure ouvert. Plus de pop-corn au cinéma, personnellement, j'aimerais que ça dure au-delà du coronavirus, mais ça c'est un autre sujet, évidemment. Alors on va y revenir parce que le débat a lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale et sans nul doute que demain on aura l'occasion d'y revenir également avec vous. Mais moi je voudrais parler de quelqu'un qui ce matin a demandé à ce que l'on dépasse les péripéties personnelles pour une union de la gauche. C'est une nouvelle tribune, elle est signée Christiane Taubira dans les colonnes du Monde. Entre deux réveillons, elle s'invite dans ce débat sur l'union de la gauche en vue de la présidentielle et on y revient également avec nos débatteurs et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Et avec vous également sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup réagi évidemment à ce pass vaccinal, mais là on va ouvrir avec Jean-Luc Benamias, Jean-Philippe Dugouin-Clément et Najwa El Haïté, nos trois débatteurs du jour, une page concernant la gauche, puisqu'entre deux réveillons à moins de 4 mois du premier tour de la présidentielle, des divergences à gauche, rien d'insurmontable, estime dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde. Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, avait annoncé qu'elle rendrait d'ici à la mi-janvier sa décision sur une éventualité de candidature d'elle-même à la présidentielle. Mais dans ce texte, elle demande tout simplement, elle évoque ces pistes de rassemblement possibles. En gros, si on lit entre les lignes, il y a plus de convergence que de divergence. Et si divergence il y a, elles ne sont pas insurmontables. Alors Christiane Taubira fait-elle un pas de plus vers sa propre candidature? Est-ce qu'elle peut réussir à réconcilier des gauches irréconciliables sur différents sujets? Elle parle d'économie, d'écologie. Voilà, j'aimerais avoir votre avis, chers débatteurs, aujourd'hui sur cette tribune. Pourquoi est-ce qu'elle arrive aussi aujourd'hui, entre deux réveillons, alors que effectivement le débat est quasiment vampirisé par les restrictions autour de la Covid-19 et de ces annonces qui vont impacter les Français et dans leur quotidien. Jean-Philippe, comment vous interprétez, j'allais dire presque en opposant politique, finalement, cette tribune de la garde des Sceaux ce matin? Bon,
pas en opposant politique, c'est pas parce qu'on a des différences ou des divergences que voilà. Enfin, je trouve que c'est absolument surréaliste et c'est retour vers le futur. C'est surréaliste parce qu'on a aujourd'hui une gauche qui est en train de mourir de son éclatement entre les Mélenchon, les Jadot, les Hidalgo, les Montebourg, les Roussel, les candidats trotskistes. On voit bien qu'il y a une division totale de la famille politique de la gauche qui fait qu'elle n'a aucun espoir d'accéder au deuxième tour. Madame Taubira, qui je rappelle, a quand même été la personne qui a permis à Jean-Marie Le Pen d'arriver au deuxième tour en éliminant Lionel Jospin. On revient en 2002. On fait un flashback en arrière de 20 ans. Madame Taubira, avec ses 2,32% lorsqu'elle a été candidate radicale de gauche, quand Jospin était candidat, a éliminé Lionel Jospin du deuxième tour, et on est sur quelqu'un qui 20 ans après revient sur une aventure présidentielle. Je vois pas tellement, quand vous avez déjà un sujet avec trop de candidats sur une famille politique, comment aller ressortir de nouveaux candidats potentiels à 3 mois d'une élection est de nature à apporter quoi que ce soit. Je rappelle que sur ces candidats, certains, et c'est le cas de Jadot chez les Verts, ont déjà accepté un processus de primaire, donc se sont déjà soumis à un vote de leurs militants, de leurs sympathisants. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est du grand guignolesque, et je crains que ce soit une démarche qui divise encore plus la gauche et qui fasse que la gauche n'ait pas d'espace sur cette élection présidentielle. Jean-Luc, ça fracture encore plus la gauche ou pas? C'est incroyable. Jean-Philippe a quasiment tout dit. C'est absolument. Ça fracture encore plus la gauche. C'est bien dans les débats. C'est incroyable, quoi. Il y a des tempos au présidentiel. Enfin, on est à 3 mois et demi, 4 mois. Et pourquoi elle le fait aujourd'hui? Mais parce qu'il y a un espace-temps que j'ai du mal à comprendre, parce que je le redis. Pour moi, Christiane Taubira est une grande dame qui a beaucoup d'intelligence, qui est intellectuellement passionnante. Mais comment se gourer autant dans le tempo politique d'aujourd'hui? Yannick Jadot, il a fait sa primaire. Il y a maintenant 3-4 mois. Il est en campagne. Il a déjà commencé sa campagne, compte de campagne compris. Je vous rappelle juste un exemple, c'est que avec la crise du papier qui existe aujourd'hui, notamment du bois, pour les élections présidentielles, les différents candidats et candidates, en tout cas les directions de campagne, j'espère pour eux, ont déjà commandé les tonnes et les tonnes de papier nécessaires. Ça coûte très cher. C'est un exemple de comment on démarre une campagne et comment on ne peut pas l'arrêter. Jean-Luc Mélenchon est candidat, chacun le sait. Comment peut-il être possible aujourd'hui de penser que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, et je pense aussi à Roussel et aux 2 candidats trotskistes, comment peut-on penser qu'ils vont s'arrêter? Je comprends plus, Christiane Taubira, je comprends l'élan qu'il pourrait y avoir derrière si on avait des mois encore devant nous, mais il n'y a plus des mois. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai du mal à voir où elle veut en venir. Et surtout qu'elle retarde à chaque fois. Elle nous raconte à chaque fois un discours que je pourrais soutenir. Mais elle dit, mais on verra ça le 15 janvier. Mais on s'approche de plus en plus de la présidentielle. Soyons sérieux, quoi. Voilà. Je pense que ça brouille toutes les pistes. Et que, globalement, la seule chose que je vois, moi, possible dans les gauches et chez les écologistes, c'est d'arriver quand même à se mettre d'accord sur les élections législatives. C'est peut-être ça qu'elle vise. C'est pas gagné du tout, non. C'est pas gagné. Je voudrais vous entendre aussi sur votre lecture de cette tribune. Là-dessus, je partage les propos de Jean-Luc et de Jean-Philippe. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, Anne Hidalgo, elle n'en voulait pas de cette primaire à gauche. D'ailleurs, personne n'en voulait. Chacun voulait se présenter sous sa bannière. Et aujourd'hui, à 3 mois et demi des présidentielles, eh bien, on se dit, ah bah tiens, pourquoi pas une primaire à gauche? Autant vous dire, c'est suicidaire. C'est suicidaire, d'autant que ni Yannick Jadot, ni Jean-Luc Mélenchon ne veulent de cette primaire, et c'est parfaitement compréhensible. Oui, l'histoire du tempo est là, quand on a un minimum de sens politique, j'allais dire, le tempo, il n'y est plus. Donc c'est suicidaire. Quand on parle de la gauche en tant que grand cadavre à la renverse, c'est bien vrai. Alors j'ai lu la tribune de Madame Taubira qui dit que les divergences idéologiques sont nombreuses, mais on va pouvoir malgré tout s'unir pour 5 ans. Mais c'est du fantasme,
ne serait-ce rien que idéologiquement parlant, sur différentes questions en matière d'énergie, en matière de rapport aussi à l'Europe, en matière aussi de laïcité. Là, je peux vous en parler, hein, entre ceux qui défendent une position indigéniste et ceux qui sont pour une laïcité telle qu'on la connaît, c'est-à-dire une laïcité qui met en avant la liberté de conscience et avec pour limite l'ordre public et avec ce principe considéré comme émancipateur, voilà, vous avez deux gauches qui s'opposent là encore là-dessus. Donc, il n'y a pas de cohérence entre les différentes gauches. Quand Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable, moi, je ne crois pas du tout à une convergence des différentes gauches. C'est faux de dire ça. C'est du fantasme. Vous croyez pas, quand elle dit on a un destin collectif qui transcende les péripéties personnelles, les convergences ne manquent pas malgré une propension avérée à inventer entre nous des querelles insurmontables? Mais je vais vous dire, au-delà des égos, et on le voit, hein, parce que si il n'y avait pas ces égos, cette primaire de la gauche, je pense qu'elle aurait eu lieu il y a quelques mois. Au-delà des égos, je vous assure, il y a des divergences idéologiques qui font que c'est difficile. Enfin, je pense de travailler ensemble. Moi, j'ai fait partie et j'étais membre du Parti socialiste. Autant vous dire que je ne m'y retrouvais plus. C'est-à-dire que c'est une gauche qui a été fortement influencée dans sa stratégie par le think tank Terra Nova, qui estimait que l'électorat, c'était les femmes, les Français de confession musulmane, et cette gauche émancipatrice, elle s'est rabougrie pour répondre à cet électorat. On voit le résultat aujourd'hui, c'est un total échec. C'est la première fois, je pense, et peut-être que Jean-Luc Benamias pourra me préciser, peut-être que je me trompe, hein, qu'on arrive à gauche à un peu plus de 20%. Enfin, c'est peut-être pas la première fois, mais on n'a jamais vu ça récemment. Donc ça prouve que la gauche est en train de mourir. Et donc s'il n'y a pas un électrochoc, et moi je pense plus à un électrochoc social-démocrate pour apporter des idées, parce que ça va au-delà des personnes, hein. Il faut que le fond idéologique soit revigoré. Et c'est ce qui manque à cette gauche-là. Juste sur cet électrochoc, Jean-Luc Benamias, est-ce que la gauche peut aujourd'hui, au-delà de 2022, se relever différemment ou pas? Évidemment, mais il y a pas. Moi, je ne vois pas de candidature à gauche présidentielle indigéniste. Je n'en vois pas. Hein. Il existe des indigénistes, je suis d'accord, mais pas dans les candidatures que je vois à gauche. Je n'en vois pas une seule qui soit qu'on puisse qualifier d'indigéniste. Passons. Moi, j'en vois. À gauche, le débat central, me semble-t-il, est un débat sur quel bilan tire-t-on des différents gouvernements de gauche ayant géré le pays. Voilà un débat central, qui est un débat qui dit comment la gauche a pu autant être dans une espèce de désœuvrement populaire dans les différentes périodes. Et c'est le débat central entre, par exemple, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. On voit bien qu'il y a ce débat-là sur est-ce qu'on tire un bilan plutôt positif, pas vraiment positif, ou est-ce qu'on tire un bilan plutôt négatif ou très négatif à ce niveau-là. Après, sur les fondamentaux et sur la République, moi je pense qu'à gauche, il y a quelque chose qui est très fort, qui s'appelle la loi de 1905. Et la loi de 1905, elle est valable pour tout le monde, pour l'ensemble du pays, et notamment pour toute la gauche. Moi, je ne la remets pas en cause une seule seconde. Je pense qu'elle est fondamentale et qu'on n'a rien à enlever, rien à rajouter à la loi de 1905. Et pour le reste, là, dans les égaux et dans le démarrage de campagne, on l'a déjà dit, égaux, démarrage de campagne, financement déjà mis en place, eh bien, il n'y a plus beaucoup de solutions pour arriver à ce que la gauche puisse faire un score honorable au présidentiel, sauf si on additionne les différents scores. Donc je le répète, à ce niveau-là, j'attends de la gauche, des gauches, de voir comment on fait pour qu'il y ait à l'Assemblée nationale une présence et des écolos et d'une partie de la gauche, si ce n'est toute la gauche. Pour terminer, Jean-Philippe Dugouin-Clément, sur cette, on va dire, option, est-ce que finalement, Christiane Taubira met pas les pieds dans le plat aussi pour réveiller ce débat à gauche, qui n'a pour l'instant jamais eu lieu? Je pense que c'est trop tard.
c'est trop tard, la messe est dite, si vous me passez l'expression, et la question présidentielle pour la gauche est accessoire. Ce qui se pose sur la question présidentielle aujourd'hui, c'est qui prend le leadership entre les Insoumis, entre les Verts, entre ce qui reste du PS, entre le Parti communiste. C'est quelle est la formation qui prend un leadership pour préparer des législatives derrière, où le sujet de la gauche sera de savoir s'ils sont capables d'être unis pour des législatives, ou si on est à 3, 4, 5 candidats de gauche par circonscription, et là c'est la mort absolue de la gauche sur la prochaine législature. Et au fond, c'est de savoir qui donnera le tempo là-dessus. Après, moi, je veux dire très, très clairement, la gauche, elle est malade de ne plus marcher sur ses deux jambes. La gauche, comme la droite, marche bien quand elle est sur ses deux jambes. Une gauche social-démocrate et une gauche plus radicale. Aujourd'hui, on voit que la gauche social-démocrate, elle est partie très largement chez Emmanuel Macron. Il reste un PS qui est entre 3 à 5% sur un parti qui représentait 15 à 25% de l'électorat. Et on voit bien que toute cette gauche-là, aujourd'hui, est partie chez Emmanuel Macron. Et tant que la REM occupera ce champ politique, je ne vois pas comment la gauche sera autre chose qu'unijambiste. Et courir un marathon quand on est unijambiste, c'est plus difficile que quand on est en appui sur ses deux jambes. Oui, absolument. On va refermer ce volet-là. On attend de savoir aux alentours du 15 janvier ce que va décider Christiane Taubira. Donc on en reparlera dans l'actualité. On va rester sur la partie politique, puisque le 1er janvier 2002, souvenez-vous, on étions 12 au sein de l'Union européenne à basculer dans la zone euro. L'euro a 20 ans cette année. C'est un anniversaire. Et on n'entend plus parler du Frexit. C'est étonnant ou pas? On en parle avec nos débatteurs, Jean-Luc Benamias, Jean-Philippe Dugouin-Clément et Najwa El Haïté, mais également avec vous sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à midi, il nous reste un gros quart d'heure. Donc on va essayer d'aborder tous les sujets et on parle donc de ces 20 ans de la monnaie unique avec 2 pays qui frappent à la porte de cette zone euro. On y reviendra avec vous également sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et avec vous au 0826 300 300 également avec nos débatteurs du jour, Najwa El Haïté, docteur en droit public, vice-président de Territoire de Progrès, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency dans l'Essonne et vice-président de la région Île-de-France, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Alors je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de ce basculement ce 1er janvier 2002 quand nous étions à attendre le passage à la monnaie unique, où nous découvrions effectivement le passage à l'euro, ce moment de fébrilité que nous vivions tous, alors à la fois sur nos plans professionnels, moi jeune journaliste effectivement, on s'attendait à on nous prédisait un blackout, vous vous souvenez? Ouais. Oui, c'est amusant parce que c'est pas si loin que ça, mais il y avait cette peur effectivement d'avoir un bug généralisé. Il y avait cette question d'arriver à faire soi-même la conversion, parce que c'est la même chose que quand on allait à l'étranger. Donc vous vous souvenez de la conversion? Sur la conversion. Moi je m'en souviens. C'était 1,5 de mémoire. 6,55,9. 6,55, oui. Mais c'était vraiment. C'était cette question de la conversion systématiquement et d'être paumé pendant plusieurs mois, de ne pas savoir véritablement, et puis il y avait la cohabitation des deux monnaies pendant quelques mois. Donc non, c'était quelque chose a posteriori, c'est beaucoup de souvenirs. Ce que je retiens surtout, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est complètement digéré aujourd'hui. Moi, j'ai 3 enfants, mon aîné a 20 ans, la dernière a 10 ans. Pour aucun des 3, il y a d'autres réalités que l'euro aujourd'hui. Et pour aucun des 3, lorsque on est amené à aller à l'étranger, il y a cette question de conversion de monnaie à avoir. Il y a une fluidité des échanges qui est beaucoup plus forte. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui, je crois, est complètement digéré dans la société française, même si ça a été, comme chaque période de transition, beaucoup de peur au moment où ça a été fait. Alors justement, vous en parlez, Jean-Philippe, parce que le diable se cache dans les détails. C'est une réussite européenne. 3 Français sur 4, 74% des Français estiment que l'euro est une bonne chose pour l'Union européenne. Il y a un petit bémol, si on pense pour nous-mêmes. 66% des Français estiment que c'est une bonne chose pour nous Français. Donc on descend un tout petit peu. Pourquoi une telle différence? Et il y a encore une partie des Français à convaincre malgré tout de l'utilité de l'euro. On entend souvent l'euro. À cause de l'euro, les choses sont plus chères. Quand c'était pas l'euro, les choses étaient un petit peu moins chères, etc. Est-ce que c'est toujours vrai? Et le Frexit a été une réalité. Est-ce que le fait que le Brexit soit une difficulté, en tous les cas de mise en place aujourd'hui, fait que l'euro s'impose comme une monnaie de stabilité, quelque part? Jean-Luc ou Najwa, qui veut répondre?
Vas-y, Najwa. Ouais, Najwa. Ouais. Déjà, je rejoins ce qu'a dit Jean-Philippe quand il dit que psychologiquement, collectivement, l'euro, il n'y a plus de problème de conversion. Heureusement, d'ailleurs, souvenez-vous aussi à l'époque, on avait peur pour les personnes âgées. On disait, mais elles resteront en France, le calcul sera difficile en matière de conversion. Et ce n'est pas le cas parce que même les personnes âgées, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Moi, je dirais également que l'euro, c'est pas uniquement un outil économique et financier. Ça va au-delà. C'est le symbole vraiment de l'union et de l'intégration européenne. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que il n'y a pas que moi d'ailleurs, vous le disiez, Christine, les Français estiment que l'euro a eu un impact négatif sur leur pouvoir d'achat. Sauf que j'ai un peu regardé les chiffres de l'INSEE et force est de constater que depuis la Première Guerre mondiale, on constate une stabilité des prix. Alors après, il y a la perception des Français où ils estiment que les denrées, notamment certaines denrées alimentaires, ont augmenté. Et là encore, vous avez l'INSEE qui dit que l'euro a eu un impact modéré entre 0,1% et à 0,2% sur l'ensemble des prix. Donc, on a la perception des Français et on a cette réalité des chiffres qui prouvent d'une certaine manière le contraire. Après, au-delà de l'augmentation ou non des prix de la consommation, quand on voit les chiffres ou modérés plutôt du prix à la consommation, force là encore est de constater qu'au niveau économique, l'euro a plus eu un impact négatif, et là je parle de la France, en matière de compétitivité par rapport à l'Allemagne. En tous les cas, les économistes se sont intéressés à la question et ont noté ce point négatif qui concerne plus la compétitivité des produits français à l'étranger, plus qu'un impact sur les prix à la consommation qui sont plutôt jugés modérés. Ouais. Alors il y a Sylvie, tiens, juste pour signaler, elle nous met 1 euro égale 6 francs 55 957, c'était le taux de conversion que nous devions faire, et on avait des calculettes avec 2 claviers finalement pour pouvoir. Jean-Luc, sur cette, on va dire cette adhésion à l'euro, alors qu'on entend quand même que l'euro a grappillé, enfin le sentiment d'avoir grappillé le pouvoir d'achat des Français. Ouais. Ça démarrait mal parce que la conversion 6,55,9 pour les Français, alors que pour les Allemands c'était un demi-marque. Évidemment, on voyait bien, et je réponds à ce que disait Najwa par rapport à ça. C'est-à-dire que l'économie allemande était mieux préparée que l'économie française par rapport à ce changement-là. J'ouvre des portes ouvertes, hein, c'est clair. Et donc, moi je pense que ce retard a été non pas comblé, mais relativement rattrapé. Écoutez, si l'euro était, pour moi, si l'Europe était aussi positive que le passage à l'euro, ça se saurait. Malheureusement, l'euro, je le dis, hein, je le pense, est une réussite. Le cadre de l'Union européenne sur un certain nombre de schémas financiers, de redistribution, de politique commune sur salariale, de sécurité sociale, de salaire minimum et tout cela, c'est ça qui reste à faire. Et il reste beaucoup à faire par rapport à l'Union européenne sur le fait d'arriver à avoir des politiques communes compréhensibles et qui remettent les choses à niveau. Et malheureusement, l'Europe, pour moi, l'Union européenne à 27, et c'est pas le cas de l'euro, tout le monde, on n'est pas à 27, est incapable aujourd'hui d'avoir des politiques réellement communes qui aillent dans le bon sens. Et c'est une des réflexions pour moi qu'on doit avoir par rapport au cadre de l'Union européenne, indispensable de mon point de vue, qu'on doit continuer, mais savoir comment des politiques communes plus avancées, plus favorables, peuvent être faites avec un certain nombre de pays qui se mettraient d'accord. L'Europe, et je le dis, l'Union européenne à 27 ne peut pas avancer aujourd'hui, elle est freinée. Heureusement, il y a l'euro, mais l'euro n'est pas pour tout le monde. Non, l'euro n'est pas pour tout le monde. 19 pays sont concernés par l'euro aujourd'hui. Les 2 prochains seront la Croatie et la Bulgarie. La Croatie au 1er janvier 2000. Vous vous rendez compte, Christine, les salaires minimums dans un pays comme la Bulgarie, qui doit être autour, si je me rappelle bien, de 400 à 500 euros, le salaire minimum. Nous, on est à
allez, je vais le dire, 1500 euros bruts, si je me rappelle bien, 1490 avec l'augmentation du SMIC. Vraiment, les différences à ce niveau-là sont tellement énormes, tellement gigantesques, que arriver à avoir des politiques communes à 27, je le redis, je me répète, est quasiment impossible. Alors on a beaucoup d'auditeurs qui réagissent en disant vous faites croire que grâce à l'euro le pouvoir d'achat s'est bien porté. Ce sont les chiffres de l'INSEE, c'est pas nous qui donnons, c'est l'INSEE. Donc on peut remettre en question à ce moment-là effectivement la véracité des études de l'INSEE. Est-ce qu'on peut croître indéfiniment la zone euro, Jean-Philippe Dugoin-Clément, et ce sujet d'ailleurs de l'euro, de l'Europe, on sait bien que on se souvient du gadin qu'a pris Marine Le Pen lorsqu'elle parlait de cette question de l'euro. Plus personne ne parle de sortir de l'euro aujourd'hui, quelle que soit la couleur du parti politique, Jean-Philippe, aujourd'hui. D'ailleurs, elle est revenue dessus parce qu'elle s'est rendue compte que c'était un non-sens et que les Français n'en voulaient pas. Les Français ne veulent pas de retour en arrière sur cette question-là. Quand je dis les Français ne veulent pas, très majoritairement, il y a toujours différentes opinions. Après, sur la croissance de la zone euro, et je reviens sur ce que disait Jean-Luc, moi je pense que l'une des erreurs qu'on a fait, c'est de vouloir, comme souvent en France, on veut la même chose pour tout le monde, où qu'on soit dans le pays, et on a voulu le même niveau d'intégration européenne pour tous les pays, quelles que soient les réalités économiques, sociologiques des pays. La réalité de la zone euro, ça correspond à des modèles économiques puissants, des modèles économiques forts, et comparer l'économie de la France, de l'Allemagne, de la Belgique avec celle de la Bulgarie, ça n'a pas de sens. La zone euro, l'entrée dans l'euro, ça a été quelque chose de dramatique pour la Grèce, ça a été une potion amère absolument terrible, et je pense que la question de l'euro, c'est pas de dire qu'elle n'a pas vocation à s'étendre, cette zone euro, c'est de dire à quel rythme, vers quel pays, et est-ce que ça a du sens. Et je pense que véritablement, si on veut continuer à faire prospérer l'idée de l'Union européenne, on doit être beaucoup plus sur des schémas à la carte, avec des niveaux d'intégration différents en fonction des souhaits des pays et des possibilités des pays. Si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Alors du côté de nos auditeurs, évidemment, on s'interroge sur les candidats à la présidentielle, mais on essaiera de donner la parole à tout le monde, et c'est ce qu'on fait sur Sud Radio. Il y a des candidats encore, faut-il qu'ils soient vraiment candidats jusqu'au bout, puisque c'est le sujet également des parrainages, qui demandent la sortie de la zone euro. Mais toujours est-il aujourd'hui que 3 Français sur 4 aujourd'hui estiment que c'est une bonne chose pour l'Union européenne. Ce sont les sondages, ce ne sont pas nous qui donnons cette information-là. Merci à tous les trois, Jean-Luc Benamia, Jean-Philippe Dugoin, Clément Joalaïté. Je me permets avant cela de souhaiter un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. On se retrouvera demain sur Sud Radio dès 10h45, mais dans un instant, juste après l'info de midi, le journal. Sud Radio dans tous ses états. Le débat continue avec vous, chers auditeurs, sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états avec l'ami Benjamin Glaise. Je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.